Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude deux histoires qui font bien flipper. On se rapproche très gentiment des 5 ans de la chaîne, je vous rappelle c'est le 11 novembre. Et à cette occasion, je vais organiser un concours sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et la seule chose que je peux vous souhaiter, c'est bonne chance. Mais avant de passer à la vidéo, mes amis, je voulais juste vous parler d'un petit truc. On arrive gentiment à la fin de l'année. Oui, déjà. Ce qui veut dire que le stress des examens commence à arriver, les deadlines au travail également. En plus de ça, dehors, il fait nuit noire à 16 h et aussi le matin quand on part. Donc on est d'accord que ce n'est pas tous les jours très rose. Ce qui est important de savoir si jamais vous n'allez pas très bien, c'est que vous n'êtes pas seul. Que ce soit vos amis, votre famille ou même des professionnels, sachez que vous êtes entourés. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis content d'être accompagné par BetterHelp qui sponsorise cette vidéo. BetterHelp, c'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui vous met en contact avec un thérapeute adapté à vos besoins et pas simplement le premier disponible. Ce thérapeute, il se trouve parmi plus de 300 psychologues cliniciens et psychothérapeutes inscrits à l'agence régionale de santé. Et d'ailleurs, leur plateforme, elle est très simple à utiliser. Vous remplissez un petit questionnaire pour exprimer vos besoins et vos préférences. Et ensuite, BetterHelp se charge de trouver un spécialiste qui est adapté à votre profil. Ils font un vrai travail de recherche et ça, c'est vraiment cool. Et si jamais ce thérapeute ne vous correspond pas, vous pouvez changer en un seul clic et sans frais supplémentaires. Et moi, si je peux vous donner un conseil, mes amis, c'est d'être suivi par un thérapeute avec qui le feeling passe et surtout avec qui vous vous sentez en confiance. Vous pouvez d'ailleurs choisir la façon de communiquer avec votre thérapeute, soit par visio, soit par message ou même par téléphone. Et je le rappelle à chaque fois, mais c'est très important, il n'y a absolument aucune honte à chercher de l'aide. On est absolument tous humains et parfois on a juste trop dans notre vie. Donc parler à quelqu'un, ça permet de se décharger. Moi-même, je l'ai vécu, peut-être que vos parents aussi, donc vraiment, il n'y a aucune honte. Si jamais vous êtes intéressé à tester la plateforme, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien qui se trouve en description. C'est betterhelp.com/melvin et vous bénéficierez de 10% sur votre premier mois. Vous pouvez commencer à votre rythme, faire une pause quand vous en avez besoin ou vous arrêter et ce, sans engagement. Voilà, moi je crois que je vous ai tout dit. Encore un grand merci à BetterHelp de m'accompagner pour cette vidéo. Moi je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, mes amis, c'est celle de Sophie. Au moment des faits, Sophie, elle a 29 ans et elle vit seule dans un petit appartement et son job consiste à garder des enfants. C'est un métier, franchement, qu'elle adore faire. Quand elle était enfant, elle était gardée chez sa tante qui était elle-même nounou. Et comme c'était la plus grande, elle a toujours eu l'habitude de s'occuper des enfants plus petits qu'elle. Et depuis, en fait, elle nous raconte que c'est vraiment devenu sa vocation. C'est un peu comme si c'était quelque chose d'inné et en gros, elle a toujours su qu'elle voulait faire ça. Et actuellement, Sophie, elle est en train de passer son master pour être prof des écoles. Mais en attendant de l'obtenir, elle fait du babysitting sur le côté. Alors déjà, pour lui permettre de gagner un petit peu d'argent, et en plus de ça, pour être au contact d'enfants, donc acquérir de l'expérience, et ça, eh bien, elle adore. Sophie, c'est une personne qui est plutôt calme, organisée, et qui sourit tout le temps, et il y a une chose qu'elle adore particulièrement, c'est les études qu'elle est en train de faire, et le job qu'elle a sur le côté, donc celui de garder des enfants. À cause de son travail, elle a l'habitude d'être dans des maisons différentes, des règles qui changent selon les familles, et ça, elle nous dit que ça ne lui fait jamais peur, parce que c'est quelqu'un qui s'adapte très facilement. Au début de l'histoire, Sophie, elle nous raconte que ça fait longtemps qu'elle garde les mêmes enfants, jusqu'au jour où une nouvelle famille fait appel à elle pour garder leur petit garçon. Pour elle, c'est super cool parce que ça va lui faire un petit peu d'argent en plus, et au-delà de l'argent, ça va lui faire gagner beaucoup d'expérience. Donc, vous allez me dire, c'est tout bénef. À ce moment-là de l'histoire, Sophie elle est au téléphone avec une dame qui vient de tomber sur son annonce de garde d'enfant. La maman a l'air super gentille, alors Sophie, elle accepte de garder son petit garçon et elle lui propose carrément de commencer dès le lendemain. Le jour J, Sophie sonne à l'adresse indiquée dans le message qu'elle a reçu un petit peu plus tôt et c'est la mère de l'enfant qui vient lui ouvrir la porte. Le père apparaît juste derrière elle et ils ont l'air plutôt polis et très souriants. Le couple dit à Sophie d'entrer et il referme la porte derrière elle. Pour son premier jour de babysitting, notre amie elle est très contente parce qu'elle se trouve dans une maison qui brille de mille feux et ce qui la choque, c'est que l'entrée, elle est impeccable. Il n'y a aucune affaire rangée, rien sur le sol, c'est juste parfait. Et surtout, ce qui la choque, c'est qu'il n'y a pas le moindre bruit. Elle se dit donc, wow, ça a l'air hyper carré ici. Et elle se dit aussi que, vu les parents, ça va pas être un gosse très turbulent. Donc, c'est plutôt rassurant, c'est plutôt cool. Normalement, ça va être super sympa de travailler pour eux. La jeune femme entre dans le salon où elle découvre le petit garçon qu'elle va garder pendant toute l'année scolaire à venir. Le petit est assis très droit, les mains posées sur ses cuisses et il ne dit pas un mot. Sophie le salue gentiment, elle se présente, mais lui, il a l'air très timide, ce qui est plutôt normal. Elle a l'habitude, elle sait très bien que probablement il va se débloquer avec le temps. Donc, elle n'insiste pas plus que ça. La mère demande à Sophie de s'asseoir et là, elle se met à lui expliquer la routine du petit. Par exemple, l'heure précise à laquelle elle doit aller le chercher après l'école et ce genre de choses. Sophie lui dit qu'il n'y a pas de souci, qu'après tout elle est là pour le petit, donc elle s'en tiendra à tout ce que la mère lui dit et que tout se passera très bien. Les premiers jours se passent à merveille, le petit se décoince gentiment. Il est tellement mignon et tellement poli que Sophie elle commence carrément à s'attacher à lui
Ils jouent tous les deux, elle l'aide à faire ses devoirs, elle lui prépare le goûter. Franchement, c'est un gamin qui est super. Quelques jours après le début de son contrat, Sophie remarque un détail de la maison qu'elle met dans un coin de sa tête. Et surtout, elle ne l'oublie pas. Au fond du couloir, au deuxième étage, il y a une porte peinte de la même couleur que le mur, presque invisible si on n'était pas au courant. Et dans cette porte, il y a une serrure plutôt neuve, qui est relativement différente des serrures qu'on a l'habitude de voir. Cette porte, elle ne se voit pas du tout. Sophie, elle la remarque parce que, vous savez, sous les portes, il y a généralement une petite lumière entre le bout de la porte et le sol, donc voilà, c'est grâce à ça qu'elle la remarque. Et quand elle passe près de cette porte, elle sent un espèce de courant d'air à chaque fois, et ça lui fait bizarre. En fait, notre amie Sophie, elle se dit que c'est probablement une cave, sauf que ce qui est chelou, c'est qu'on est à l'étage. Bien évidemment, elle ne touche rien parce que ce n'est pas chez elle. Et elle s'est mise une règle, c'est qu'elle ne touche jamais à ce qui ne lui appartient pas, et encore moins lorsqu'elle est chez des gens. Ce détail, elle le garde au fond de sa tête et elle se dit que de toute façon, elle sait pas pourquoi, mais elle est persuadée que cette porte, elle est fermée à clé. Donc, de toute façon, même si elle voulait aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, elle ne pourrait pas. Un mercredi après-midi, la mère suggère à Sophie d'emmener le petit dehors pour profiter un peu, notamment du jardin, mais surtout du beau temps. Dans leur jardin, il y a un toboggan, un bac à sable, une balançoire, et tout est rangé exactement au centimètre près, comme c'est le cas dans la maison. Sophie s'assoit sur une chaise pendant que le gosse est en train de jouer et elle le surveille de très près. Il grimpe partout, il rigole et franchement à ce moment-là tout va bien. Et puis, à un moment, il monte un petit peu trop vite les escaliers du toboggan, il rate une marche et il se casse la gueule. La chute n'est pas hyper violente, mais il tape un tout petit peu la tête. Le pauvre, il se met immédiatement à pleurer très fort. Il a une toute petite plaie qui saigne au niveau du front, mais rien de dramatique. Sophie, elle court vers lui, elle le prend dans ses bras et elle essaye de le calmer. Mais le petit, vous imaginez bien, il a eu extrêmement peur. Sophie, elle se sent coupable très vite, comme si elle avait failli à son rôle. Elle le surveillait bien, mais il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas contrôler. Même si elle était à quelques centimètres, ça se serait probablement passé, donc elle n'y peut pas grand chose. Sophie, elle ramène le petit dans la maison, elle cherche une trousse de secours pour nettoyer la plaie. Elle lui met un petit pansement et voilà. Elle se dit qu'elle expliquera tout calmement aux parents quand ils rentreront en fin d'après-midi et que normalement tout va bien se passer. Quand la mère arrive plus tard, elle voit direct que son fils a un pansement sur la tête. Elle lui saute dessus et elle lui demande si ça va, comme si l'enfant allait mourir. Et c'est là que Sophie nous raconte que la réaction de la mère, elle est un petit peu démesurée. Sophie lui raconte ce qui s'est passé et la mère reste figée. Elle la regarde comme si elle avait voulu tuer son fils. Le père arrive à son tour et il regarde sans rien dire. Et c'est là que l'ambiance devient limite gênante. Personne ne parle et ils disent qu'ils vont l'emmener à l'hôpital. Et ce, sans même laisser du temps à Sophie pour s'exprimer. Aller à l'hôpital pour une égratignure, Sophie, elle trouve ça abusé. Mais bon, après tout, chacun réagit comme il veut. Au fond d'elle, elle sait que l'enfant va bien, qu'il n'a pas de séquelles, qu'il n'a pas de problème particulier. Donc elle se dit qu'aller à l'hôpital pour ça, ce n'est pas la chose la plus utile au monde. À ce moment-là, les parents mettent Sophie dehors très violemment et ils s'en vont directement en direction de l'hôpital. Sophie, elle rentre chez elle, elle se sent trop mal. Elle se dit qu'elle aurait dû mieux surveiller ou qu'elle aurait dû être plus proche de lui. En plusieurs années d'expérience, c'est la première fois qu'une chose comme ça lui arrive. Et vous vous en doutez bien, ça la fait beaucoup trop chier parce qu'elle a peur que les parents ne lui fassent plus confiance après ça. Ou encore pire, qu'ils portent plainte contre elle pour négligence ou un truc dans le genre. Bref, notre amie passe la soirée à ressasser la scène et carrément, elle s'imagine le pire. Elle se dit que s'il avait tapé à tel endroit de la tête, peut-être qu'il ne serait plus de ce monde. Donc autant vous dire qu'elle se fait beaucoup de films. Le lendemain, elle n'a pas de nouvelles. Elle envoie un message à la mère pour savoir comment va le petit, mais elle ne lui répond pas. L'après-midi, elle renvoie un autre message, mais là, toujours rien. Donc, ça la travaille un peu. Elle hésite à appeler, puis elle se dit que le mieux c'est d'y aller en personne. Comme ça, elle peut prendre des nouvelles et s'excuser parce qu'elle se sent très responsable. Sophie, elle veut juste s'assurer que le petit va bien et si elle perd son contrat, voilà, tant pis, ça reste un job qu'elle pourra retrouver et l'essentiel, c'est que l'enfant il aille bien. En fin d'après-midi, Sophie se rend chez ces personnes et tout paraît normal. Elle sonne à la porte et au bout d'une dizaine de secondes, la mère ouvre avec un sourire poli, mais pas très chaleureux non plus. Elle lui dit que le petit va bien, qu'il s'est reposé et qu'il est dans sa chambre tranquille. Lorsqu'elle lui donne cette info, Sophie, elle se sent grave soulagée et elle demande si elle peut aller le voir pour aller s'excuser en personne et simplement pour lui faire un petit coucou. La mère la fait entrer et le père est à la maison. Et à ce moment-là, notre amie, elle se sent un peu mal à l'aise, mais elle pense que c'est juste à cause de la gêne du moment. Elle monte donc les escaliers, elle arrive à l'étage, et la mère s'arrête juste devant la fameuse porte que Sophie avait remarquée pendant les premiers jours où elle est venue garder le petit. Donc vous vous souvenez, cette fameuse porte qui est peinte de la même couleur que le mur. Et là, la mère du petit dit à Sophie qu'il est là-dedans. Donc, dans cette pièce, Sophie hésite, elle ressent le courant d'air qui passe sous la porte, mais elle s'en veut tellement pour la chute du gamin qu'elle se dit que si c'est là qu'il se repose, elle va aller jeter un œil, lui dire bonjour, lui présenter encore ses excuses une nouvelle fois, et ensuite, elle se barre. Elle avance, elle pose la main sur la poignée, elle la tourne,
et elle entre dans la pièce. À partir de là, tout va très vite. Sophie entre dans une petite pièce qui est à moitié dans le noir, où il y a une très forte odeur de ciment et où il fait extrêmement froid. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un master pour savoir que probablement qu'il n'y a pas d'enfant dans cette pièce. Et au moment où elle se fait cette réflexion, derrière elle, elle entend un claquement très sec. C'est tout simplement le bruit de la porte qui vient de se refermer derrière elle. Au début, elle pense que c'est un courant d'air qui est à l'origine de ce claquement de porte, donc elle se retourne, elle essaye d'ouvrir la porte, mais la poignée ne bouge pas. Elle appelle les parents, mais pas de réponse. Elle frappe donc contre la porte. Elle se dit que, voilà, ils vont rouvrir tout de suite, qu'ils ont peut-être fait une blague de mauvais goût, mais voilà. Sauf que les minutes passent et la porte ne s'ouvre pas. Sophie appelle encore et encore. Sa voix résonne dans toute la pièce, mais pas de réponse. La jeune femme commence à sentir la panique monter. Elle allume la lampe de son téléphone pour regarder autour d'elle et elle voit que la pièce est toute petite. Le sol est en béton et il y a une table pliante, une chaise et une mini couverture qui est roulée dans un coin. Il n'y a rien d'autre, même pas une petite fenêtre. Elle comprend vite que ce n'est pas une chambre d'un enfant, mais plutôt une espèce de pièce qui a été rajoutée en mode comme une cave, mais pas au sous-sol. Et après plusieurs minutes, Sophie comprend qu'elle est enfermée ici et elle recule jusqu'au mur pour s'asseoir par terre. Elle continue de penser que tout va s'arranger, qu'ils vont forcément venir lui ouvrir la porte et que peut-être ils font ça pour simplement lui faire peur. Les heures passent et évidemment, son téléphone n'a pas de réseau. Sinon, vous imaginez bien que ce serait un petit peu trop simple. À un moment, Sophie commence à avoir faim et soif et surtout, elle a extrêmement peur parce qu'elle ne comprend pas ce qu'elle fout là-dedans. Parfois, en dessous de la pièce, notre amie entend des bruits, genre des pas, une chaise qu'on bouge ou enfin des bruits qui proviennent de la vie normale. Elle se dit que c'est impossible, qu'ils ne peuvent pas vivre normalement en dessous en sachant qu'elle est au-dessus d'eux et qu'elle est à moitié en train de crever. Sophie, elle passe la nuit dans cette pièce qui est horrible, elle la passe dans le froid absolu et en étant très effrayée parce qu'elle ne sait pas ce qui est en train de se passer. Le lendemain, son téléphone n'a plus de batterie, elle a des courbatures partout parce que je vous le rappelle, elle n'a qu'une pauvre chaise pour pouvoir dormir. Là, elle commence limite à délirer, elle commence à se parler à elle-même pour ne pas sombrer parce qu'elle sait clairement qu'elle ne tiendra pas longtemps dans ces conditions. Quelques heures plus tard, elle entend des petits pas très légers s'approcher de la pièce et à un moment, il y a une main qui glisse quelque chose sous la porte. C'est une sorte de boîte mais extrêmement fine, assez fine pour passer dessous et à l'intérieur, il y a de l'eau. La personne qui a glissé ça repart aussitôt et Sophie, elle se jette dessus, elle boit parce que ça fait plus de 24 heures qu'elle n'a rien ingurgité. Les jours suivants, Sophie nous raconte qu'elle survit uniquement grâce à cette petite main qui vient lui apporter des choses. Tous les 2 jours, il revient pour lui passer un bout de pain ou quelque chose de quoi se nourrir. Elle comprend très vite qu'il le fait en cachette parce qu'elle entend que quand il vient près de la porte, son père lui hurle dessus pour lui dire de ne pas s'approcher de la pièce et aussitôt, cette main disparaît. Vous l'aurez compris mes amis, cette main, c'est celle de l'enfant qu'elle est venue garder. Là, elle se dit que les parents ont complètement perdu la tête et qu'ils ont probablement décidé de la punir pour quelque chose qui était juste un accident. Son but principal à Sophie, c'est clairement de survivre à cet enfer et de ne pas trop essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ou pour quelle raison. À partir de ce moment-là, Sophie nous raconte que le temps devient assez flou. Elle dort très mal, elle a très froid et elle sent son corps s'affaiblir petit à petit. Elle compte les jours, elle compte aussi les fois où elle entend du bruit qui se passe en dessous d'elle et à un moment, elle commence carrément à avoir des sortes d'hallucinations et à s'imaginer en train de manger de bons repas avec des litres et des litres d'eau. À certains moments, elle perd même espoir, elle croit que c'est terminé pour elle et que le petit, il va arrêter définitivement de venir, mais heureusement, à chaque fois, il revient toujours en silence, pour lui apporter le peu de choses qu'il peut voler chez lui sans que ses parents s'en rendent trop compte. Elle comprend bien que cet enfant, il risque très gros à chaque fois et que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. La jeune femme ne sait pas depuis combien de temps elle est là, mais quelqu'un va forcément finir par la chercher un jour ou l'autre. Alors, elle garde espoir, même si l'enfer qu'elle est en train de vivre est en train de la tuer littéralement à petit feu. Mais un jour, alors que Sophie est en train de somnoler, elle entend du bruit, mais cette fois-ci, ce bruit est différent. Elle se réveille en sursaut et elle entend des voix complètement inconnues et qui sont plus fortes que d'habitude, comme s'il y avait du monde dans la maison. Elle devine assez rapidement qu'il ne s'agit pas des parents, c'est peut-être quelqu'un de la famille ou même des amis. Depuis qu'elle est enfermée dans cette pièce, ça n'est jamais arrivé, alors elle se rend compte qu'elle va devoir tout donner à ce moment-là pour pouvoir sortir. Sophie prend son souffle, elle se concentre et elle se met à frapper comme une malade contre la porte avec ses poings, ses pieds et ce, en criant le plus fort possible. Elle fait ça pendant des minutes entières jusqu'à s'épuiser complètement. Comme elle fait du bruit, elle n'entend pas ce qui se passe en bas. Ce n'est que lorsqu'elle arrête de frapper contre la porte avec les mains en sang qu'elle entend une grosse agitation au premier étage. Elle sait pas trop ce qu'elle est en train d'entendre, mais ça ressemble à une dispute qui tourne assez mal. Elle entend des meubles bouger, des voix d'hommes qui hurlent. Sophie, elle se met au milieu de la pièce, elle s'assoit par terre, complètement épuisée parce qu'elle a donné beaucoup d'énergie
et d'un coup, elle se met à fondre en larmes. Comme elle voit que personne ne vient, la jeune femme se dit qu'elle va probablement mourir ici et que c'est tout simplement terminé pour elle. Mais à un moment, elle entend des pas qui arrivent précipitamment vers la pièce où elle se trouve. Sophie se lève d'un coup et là elle voit la porte qui s'ouvre. Étant donné que ça fait plusieurs jours qu'elle n'a pas vu de lumière, la lumière du couloir lui brûle complètement les yeux. Elle essaye tant bien que mal de regarder et elle voit la silhouette d'un homme qui lui dit que tout va bien et qu'elle peut enfin sortir. Sophie est un petit peu méfiante parce qu'elle ne sait pas qui est cet homme, mais quand elle retrouve un peu la vision, elle voit qu'il ne s'agit pas d'un parent, que ce soit la mère ou le père, et qu'il s'agit de quelqu'un de complètement inconnu. Notre amie, elle sort de la pièce en courant et elle se jette dans les bras de ce gars et elle lui dit merci 1000 fois d'être venue lui ouvrir. Elle descend les escaliers avec ce gars et elle découvre le père de famille inconscient par terre et sa femme qui est au-dessus de lui en train d'essayer de le faire revenir. En plus de ça, elle entend des sirènes à l'extérieur parce que la police et les ambulances sont en train d'arriver. Quelques secondes plus tard, ils arrivent dans la maison et là, ils lui posent tout un tas de questions. Mais Sophie, étant donné que ça fait des jours qu'elle n'a pas trop bu, trop mangé, elle comprend à peine comment elle s'appelle, donc imaginez que toutes les questions des policiers... Elle ne comprend rien. Elle répond simplement que ça fait plusieurs jours qu'elle est enfermée, elle ne sait pas exactement depuis combien de temps, et que si elle est encore en vie, à ce moment-là, c'est uniquement grâce à l'enfant qui venait la nourrir. Évidemment, les parents sont arrêtés et embarqués par la police. L'enfant, lui, est pris en charge par une assistante sociale, et Sophie, elle est directement conduite aux urgences vu l'état critique dans lequel elle se trouve. À l'hôpital, notre amie reprend gentiment des forces. Sa famille a été appelée et mise au courant, et du coup, ils viennent la voir, complètement abasourdis par ce qu'elle vient de traverser, mais ils sont extrêmement soulagés parce que ça faisait 2 semaines qu'elle avait disparu et que du coup ils n'avaient pas de nouvelles. Les parents qui ont fait ça, ils ont raconté à la police que Sophie avait fait volontairement du mal à leur enfant et qu'ils voulaient la garder chez eux pour lui donner une bonne leçon. Ils ont essayé de lui remettre la faute dessus, mais l'enfant, lui, il a tout démenti parce que quand il a été interrogé par la police, il leur a dit que Sophie ne lui avait jamais fait aucun mal et que ses parents avaient enfermé la jeune femme dans cette pièce pendant des semaines et des semaines, sans raison, sans même lui donner à manger ni même à boire, ou encore en l'empêchant de voir la lumière du jour. À la suite de cette histoire, les parents ont été condamnés pour séquestration. Le petit, lui, il a été placé dans sa propre famille. Et Sophie, depuis, elle va beaucoup mieux. Vous vous en doutez bien, cette histoire l'a vraiment traumatisée. Peut-être même traumatisée à vie. Et elle nous raconte qu'aujourd'hui, elle est encore en contact avec ce petit garçon qui est devenu grand maintenant. Et dites-vous que s'il n'avait pas enfreint les règles que ses parents lui imposaient, eh bien, Sophie ne serait pas là pour nous raconter cette terrible histoire. Après tout ça, elle a laissé le babysitting de côté pendant plusieurs années. Elle est d'ailleurs retournée vivre chez ses parents le temps de se reconstruire. Et lorsqu'elle a repris gentiment le babysitting, elle a repris uniquement avec les familles qu'elle connaissait déjà. Après cette histoire, elle s'est fixé un seul truc, c'est de ne plus jamais garder d'enfants de famille qu'elle ne connaît pas. Voilà, c'est la fin de cette première histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Très bizarre comme histoire, j'avais jamais entendu une telle mécanique. J'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas moi je vous propose de reprendre une petite boisson et on est parti pour la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle de Eva. Eva, c'est une femme de 24 ans, elle bosse dans le commerce et elle nous dit qu'elle vit dans une grande ville qui se trouve en France. Eva, c'est quelqu'un d'assez simple et la précision qu'elle nous donne, c'est qu'elle est extrêmement proche de sa sœur. Elles ont pourtant 10 ans d'écart, mais elles sont vraiment hyper fusionnelles. Et ça, c'est depuis qu'elles sont petites, elle l'a toujours considérée comme la personne la plus importante dans sa vie. Eva nous dit qu'elles ne sont pas juste sœurs, c'est vraiment un duo et elles ont ce genre de lien où tu sais exactement ce que l'autre pense sans qu'elle ait besoin de te le dire. Et malgré la vie qui les a un petit peu séparées à cause du boulot, elles arrivent à se voir presque tous les week-ends, donc c'est très cool. Depuis des mois, les deux sœurs parlent de s'offrir un vrai break, une vraie pause, parce qu'elles travaillent beaucoup et qu'elles n'ont pas eu de vacances depuis plus d'1 an. Donc franchement, elles commencent gentiment à saturer toutes les deux. Au début, elles hésitent entre plusieurs destinations, mais Eva, elle tombe sur des billets pas trop chers pour la Californie, et elle dit à sa sœur: viens, on fait ça, on s'offre une semaine en Amérique, rien que toutes les deux. Et juste l'idée de partir toutes les deux aux États-Unis, ça les fait beaucoup trop kiffer, donc elles réservent très vite. Elles s'organisent et ça y est, à un moment, elles vont se barrer à l'autre bout du monde, rien que toutes les deux. Elles réservent un Airbnb parce qu'elles ne veulent pas se ruiner et que dans un hôtel aux États-Unis, ça coûte un petit peu cher. Du coup, à un moment, elles tombent sur une très grande maison à la déco super moderne. D'ailleurs, il y a beaucoup d'avis positifs, donc c'est très rassurant. D'après la description, il y a carrément 5 chambres, une grande cuisine commune, une piscine et le tout à 30 minutes seulement de la plage. Les photos sont juste magnifique, les avis sont très bons, les gens disent que le propriétaire est extrêmement gentil et toujours disponible en cas de soucis, donc tout est nickel. Eva, elle lit l'annonce plusieurs fois et tout semble carré, donc elle finit par appuyer sur le bouton réservé. Le jour du départ, les filles se lèvent très tôt et elles se dirigent vers l'aéroport pour prendre l'avion. Le vol est très long, mais Eva nous dit que ça se passe très bien. Elle regarde des films, elle dorment un petit peu, elle mange les fameux plateaux repas qu'on te donne dans l'avion et tout va bien. D'ailleurs, mes amis, dites-moi en commentaire si je suis le seul fou à faire ça, mais moi, la nourriture dans les avions, je trouve
trouve ça excellent. C'est limite si parfois je préfère manger un repas qu'on me sert dans l'avion plutôt qu'aller au restaurant. Peut-être que je suis fou, je sais pas, donc dites-moi en commentaire. Les deux sœurs, quand elles atterrissent, elles sont hyper crevées mais très excitées. Elles récupèrent la voiture qu'elles ont louée et elles mettent l'adresse du Airbnb sur le GPS. Quand elles arrivent devant la maison, c'est exactement comme sur les photos. Elle est très grande, très propre, un peu isolée mais pas inquiétante. Il y a plusieurs voitures déjà garées, donc c'est la preuve qu'il y a du monde et ça les rassure beaucoup. Là, le propriétaire les accueille. Eva nous dit que c'est un homme d'une quarantaine d'années avec, on va se le dire, un sourire un petit peu flippant, mais qui est très poli. Il leur montre leur chambre, les parties communes, et avant de partir, il leur dit juste, si jamais le placard au fond du couloir, il est fermé, c'est pour le matériel de ménage, donc ne vous en préoccupez pas. Les deux sœurs en ont absolument rien à foutre, elles lui disent ok, parce qu'elles sont juste contentes d'être aux États-Unis et que le placard à balai, elles en ont rien à secouer. La chambre qu'elles ont, elle est très simple, elle est jolie. Donc les filles posent leurs valises pour ranger leurs affaires et j'ai envie de dire que les vacances commencent. Le premier soir, tout se passe très bien. Les filles sortent manger à l'extérieur et elles rentrent assez tôt pour pouvoir se coucher parce que, vous en doutez, à cause du décalage horaire, elles sont HS. Les deux sœurs dorment bien, pas de bruit, pas de soucis pendant la nuit, donc tout est parfait. Quand elles se lèvent, Eva et sa sœur font quelques courses pour que ça leur coûte un peu moins cher parce que manger tous les jours au restaurant aux États-Unis, ça a son prix. Elles font donc leurs courses, elles reviennent dans la maison pour les poser, et là, il y a presque personne à l'intérieur. Après tout, les autres sont déjà sûrement partis pour commencer leur journée, et à ce moment-là, les deux sœurs ne se posent pas plus de questions que ça. Après le déjeuner, les deux sœurs décident d'aller visiter un parc qui se trouve à 1 heure de route, et quand elles reviennent, au début de soirée, il fait presque nuit, elles sont hyper crevées, et le premier truc étrange, c'est que la porte de leur chambre est légèrement entrouverte. Pourtant, Eva, elle est sûre de l'avoir fermée à clé avant de partir. Elle demande donc à sa sœur si elle l'a ouverte avant de partir pour aller prendre un truc, un peu en mode dernière minute, mais sa sœur, elle lui dit que non. Bon, elle rentre dans leur chambre et tout semble être à sa place, ou presque. Il y a quelques objets qui ont bougé, et le truc c'est qu'elles se souviennent pas d'avoir mis ces objets à cet endroit. Mais vous allez me dire, quand on est deux, c'est un peu normal que les objets, ils changent de place. A priori, il n'y a pas de gros désordre ou même d'objets importants qui manquent. Donc bon, elles se disent qu'elles ont dû oublier de bien fermer la porte, qu'il y a eu peut-être un courant d'air qui l'a poussé, et que concernant les objets qui ont changé de place, elles l'ont tout simplement oublié. Les filles prennent le repas vite fait et elles vont se coucher tôt, parce que le décalage horaire, il est en train de les tuer. Mais cette nuit-là, vers 2h ou 3h du matin, Eva se réveille d'un coup. Elle entend un bruit léger, comme une respiration juste derrière la porte. Elle tend l'oreille et elle se fiche dans son lit. Sa sœur dort profondément, donc elle n'entend rien. Mais Eva est sûre et certaine qu'il y a quelqu'un derrière la porte qui respire hyper fort. Et là, elle aperçoit l'ombre des pieds de cette personne. Heureusement, la porte est fermée à clé, donc normalement, elles ne craignent rien. Eva, elle met beaucoup de temps à se rendormir, mais elle y arrive en se disant que c'est peut-être quelqu'un de somnambule ou que sais-je. Le lendemain matin, tout est normal, mais quand Eva va prendre sa douche, elle nous raconte que quelqu'un toque à la porte de la salle de bain et de façon pas très forte. C'est juste quelques petits coups, comme ça, assez timides. Eva pense naturellement qu'il s'agit de sa sœur, donc elle dit « Quoi, t'as besoin d'un truc ?» Mais là, personne ne répond. Elle attend, elle sort de la douche et elle ouvre doucement la porte, mais le couloir est vide. Elle se dit que sa sœur a sûrement retrouvé ce dont elle avait besoin, donc elle retourne à la douche. Pendant qu'elle est en train de se doucher, Eva entend que quelqu'un essaye de forcer la porte de cette salle de bain. Donc, en d'autres termes, quelqu'un est littéralement en train d'essayer de rentrer, alors qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour voir que c'est fermé, donc c'est qu'il y a quelqu'un. La poignée, elle ne fait que de bouger, et au bout d'une dizaine de secondes, ça s'arrête net. Tout ça, ça rend Eva beaucoup trop mal parce qu'encore une fois, elle se dit heureusement qu'elle a fermé à clé parce que si ce n'avait pas été le cas, la personne serait rentrée et la situation aurait été un petit peu gênante. Si ça pouvait s'arrêter là, ça irait, mais ça va être de plus en plus chelou, vous allez voir, parce que au fur et à mesure des nuits, elles deviennent de plus en plus étranges. Par exemple, Eva nous raconte que systématiquement, chaque nuit, à peu près la même heure, elles entendent toujours les mêmes bruits à la fenêtre. Ces bruits, c'est quelques petits coups espacés, pas violents mais très réguliers. La première fois, elle pense que c'est le vent, la deuxième fois aussi, mais la troisième fois, c'est un petit peu gros. Donc Eva, elle se lève pour regarder dehors. Le jardin est complètement vide. Le lendemain matin, Eva va dans la cuisine et elle remarque que la moitié de leurs courses a complètement disparu. La confiture, le pain, le fromage, vraiment la moitié de ce qu'elles avaient acheté 2 jours plus tôt. Sa sœur lui dit que quelqu'un doit se servir, mais elles ne savent pas qui, donc c'est un peu délicat. Elles écrivent donc un mot sur le frigo pour demander aux autres locataires de respecter leurs affaires, mais dès le lendemain, le mot, il disparaît. À la place, il y a un autre mot écrit en anglais, et c'est écrit « Ce ne sont pas les vôtres ». Eva nous dit qu'à ce moment-là, elle sait pas pourquoi, mais
elle se sent plus vraiment en sécurité avec sa sœur dans cette maison. Parce qu'on est d'accord, ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Et ce jour-là, les filles veulent juste manger des céréales pour leur petit-déj. Et Eva, elle fait un truc qu'elle fait tout le temps à la maison. Elle sent la brique de lait avant de le boire pour sentir si il est encore bon ou s'il est pourri. Notre amie, elle colle son nez à la bouteille et elle dit que ça sent pas du tout le lait. Elle enlève très vite la bouteille de son visage et là elle se met à tousser de façon très forte. Ça sent pas le lait périmé, genre c'est pas acide ou... Enfin, vous connaissez l'odeur. Là, on dirait plutôt un mélange de métal et de vieux tabac. Elle ne comprend pas comment c'est possible, donc elle jette la bouteille immédiatement. Elle dit qu'elle sait pas si c'est quelqu'un qui a mis quelque chose dedans, mais là, elle a la sensation que... il s'agit d'un acte volontaire. Quelqu'un a probablement ouvert leur bouteille pour mettre un liquide inconnu dedans en pensant qu'elles allaient le boire comme si c'était du lait. Donc, autrement dit, mes amis, il y a clairement une tentative d'empoisonnement. Cette nuit-là, toujours à peu près à la même heure, les filles entendent le bruit, donc les 3 coups à la fenêtre. Là, vraiment, Eva, elle se chie dessus, elle est en train de trembler. Elle ne veut même pas regarder, mais elle le fait quand même. Et cette fois-ci, elle voit quelque chose. Il y a un vieux mec debout dehors, dans le noir, juste à côté de la vitre, et ce troubadour, il ne bouge pas. Il est simplement en train de lui sourire comme un bon psychopathe et il lui fait un signe lent avec la main, comme pour lui faire un petit coucou. Eva, elle referme aussitôt le rideau et elle reste tétanisée. Il est très tard, mais on s'en bat les couilles. Les filles, elles appellent le propriétaire, qui, fort heureusement, leur répond directement. Et là, il a l'air d'être un petit peu choqué. Il lui dit qu'il va vérifier les caméras, sauf... qu'il n'y en a pas. Les filles ont déjà vérifié ce détail et il n'y en a nulle part. Donc pourquoi est-ce que le propriétaire serait en train de mentir? Le gars les rappelle en disant que c'est un voisin un petit peu bizarre, que ça arrive et qu'il ne faut pas s'inquiéter davantage. Mais Eva, elle sent la douille venir, elle sait que c'est pas un voisin, elle a l'impression, enfin plutôt la sensation qu'il s'agit de quelqu'un qui connaît extrêmement bien la maison. Elle se pose un petit peu avec sa sœur, elles essaient de reprendre leurs esprits, de souffler un peu, et pour décompresser, Eva, elle décide d'aller prendre une douche, parce que là, elle commence gentiment à faire une crise d'angoisse. Elle ouvre la porte de la salle de bain, elle s'avance, et là, elle se pète la gueule violemment. Elle vient en fait de glisser sur le carrelage. Elle croit d'abord qu'il y avait juste de l'eau au sol à cause de la douche, mais quand elle regarde par terre pour se relever, elle voit quelque chose qui va la terrifier. Sur le carrelage, il y a du sang partout. Au sol, sur ses mains, sur le rideau de douche. Là, elle panique de fou, elle se met à crier le prénom de sa sœur pour qu'elle vienne voir. Sa sœur arrive en courant et là, elle ne comprend rien. On dirait une scène tout droit sortie d'un crime. Elle prend des photos et elle les envoie directement au propriétaire qui le répond calmement en disant qu'il va envoyer la femme de ménage. Mais il ne dit rien de plus. Mes amis, qui sur cette terre nous dirait « Oh, je vais appeler une femme de ménage si on lui envoie des photos de sa salle de bain ?» avec du sang partout. Spoil, personne. En gros, le gars ne s'inquiète pas qu'il y ait du sang dans sa petite salle de bain. Il se demande même pas si quelqu'un est mort ou blessé, mais simplement qu'il va contacter la femme de ménage. Là, Eva nous dit qu'elle commence un peu à perdre la tête. Elle a peur de dormir, elle a peur de se doucher, peur de sortir. Et pourtant, elle reste parce qu'elles ont payé et qu'elles ne veulent pas abandonner leurs vacances. Mes amis, si jamais un jour vous vous retrouvez dans une situation pareille, s'il vous plaît, barrez-vous gentiment de cette maison et vous m'envoyez la facture et je vous envoie de l'argent. Parce que la probabilité que ce soit votre sang qui se trouve dans une autre pièce de la maison d'ici quelques heures, on va se le dire, elle est plus ou moins élevée. Eva, elle nous raconte que clairement, à ce moment-là, elles n'en peuvent plus. Il leur reste 3 jours de vacances et elles comptent les heures avant de partir, tellement cette maison leur fout les boules et tellement les nuits sont devenues insupportables. Elle nous explique qu'elles ne changent pas de logement tout simplement parce qu'elles n'ont pas les moyens et qu'elles n'ont même pas les sous pour prendre un billet d'avion avant pour rentrer plus tôt. 1 heure plus tard, les filles repassent devant ce fameux placard que le propriétaire leur a dit de ne pas approcher. Après tous ces événements chelous qui se sont passés, Eva, elle décide d'aller jeter un coup d'œil à cet endroit vraiment par pure curiosité. Après tout, si le propriétaire n'avait rien dit, elle n'y aurait même pas pensé. Mais là, le fait qu'il ait précisé qu'il ne faut pas essayer de l'ouvrir, ça a intrigué notre amie. Elle prend donc un petit couteau dans la cuisine et elle retourne dans le couloir. La poignée du placard est toujours verrouillée, mais elle remarque un petit espace entre la porte et le mur, et quand elle se baisse, elle voit un truc au sol. C'est une brosse à dents qui ressemble étrangement à celle de sa sœur. Elle se redresse, elle appelle sa sœur et elle lui demande de vérifier immédiatement si elle a encore sa brosse à dents dans sa trousse de toilette. La jeune fille cherche et le résultat, c'est qu'elle ne la trouve nulle part. Du coup, les filles décident d'ouvrir cette porte pour voir ce qu'il y a dedans et surtout pour comprendre pourquoi est-ce qu'un objet qui leur appartient s'est retrouvé là. Elles forcent un peu pour ouvrir et d'un coup, le propriétaire arrive, genre sorti de nulle part. Il leur hurle dessus et il leur demande ce qu'elles font. Eva dit qu'elle veut juste savoir pourquoi cette porte est toujours fermée, que ça fait des jours qu'elles entendent des bruits et qu'elles ne se sentent pas du tout en sécurité dans la maison. Et là, le mec, il fait un truc très glauque, il se met à rire. C'est un rire
qui a l'air d'être un peu nerveux. Il leur dit qu'elles sont des stressées de la vie et qu'elles devraient peut-être rentrer en France si elles ne sont pas capables de supporter un séjour en communauté. Eva, elle nous raconte que c'est à ce moment-là qu'elle comprend que le gars, il est très bizarre, qu'il cache probablement quelque chose. Mais bon, elles ne veulent pas envenimer les choses, elles remontent avec sa sœur dans leur chambre, elles font leurs valises et elles veulent juste se barrer. Elles rassemblent tout et au moment de partir, elles se rendent compte que la porte du placard est entrouverte. Le mec, il a peut-être oublié de la refermer avant de partir. Les filles décident donc de regarder à l'intérieur parce que ça veut dire qu'il a vérifié si tout était encore bien là ou si quelqu'un avait ouvert le placard. Ce que les deux sœurs vont trouver à l'intérieur va les terroriser. Elles trouvent littéralement plein d'affaires de locataires, du style des brosses à cheveux, des parfums, des brosses à dents, des habits usés, des papiers d'identité, des chaussures, enfin vous l'aurez compris, toutes sortes de choses. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça fout là? Les filles se regardent sans parler et une des deux sort un sac en plastique du placard et elle regarde ce qu'il y a dedans. Dans le fond du sac, il y a une putain de photo d'elle en train de dormir et cette photo, elle a été prise visiblement depuis la fenêtre de leur propre chambre. Eva nous avoue qu'elle ne sent même plus ses jambes tellement elle a peur à ce moment-là. Elle descend en courant avec le sac à la main. Elle hurle le prénom du propriétaire parce qu'elle veut qu'il s'explique. Enfin, elle sait pas vraiment si elle veut qu'il s'explique ou si elle veut le buter. Et en la voyant, il lui arrache le sac des mains et il lui dit très froidement: mon frère a besoin de ça, il ne fait jamais de mal, il ne fait que observer. Eva, elle reste figée sur place, elle ne comprend plus rien. Elle lui dit qu'elle va appeler la police très vite, mais lui, il la regarde droit dans les yeux et il lui dit d'un ton très autoritaire: tu ne vas absolument rien faire. Puis d'un coup, il attrape sa sœur par les cheveux et il la tire violemment vers lui. Elle crie, elle se débat, Eva, elle hurle son nom, mais elle ne peut pas bouger. Elle ne sait pas quoi faire, ce mec tient sa propre sœur et il a vraiment l'air de vouloir lui faire du mal. Le mec tire la jeune femme vers un meuble et Eva, elle se dit que c'est la merde. Parce que le meuble vers lequel il est, en fait c'est le meuble où il a tous les couverts, donc sa grosse crainte, c'est qu'il chope un couteau et qu'il s'en prenne à sa sœur. Notre amie, elle veut l'attaquer mais elle n'ose pas, elle sait qu'il est beaucoup plus fort qu'elle et c'est pile à ce moment-là qu'un autre locataire sort de sa chambre parce qu'il a tout simplement été alerté par le cri des filles. Il charge le propriétaire comme un taureau, il le plaque au sol et il lui pète la gueule. La sœur d'Eva court se réfugier derrière elle et elles en profitent pour attraper leurs valises et elles descendent les escaliers à toute vitesse sans réfléchir la moindre seconde. Le mec derrière elle est en train de hurler, sa voix résonne dans absolument toute la maison, il dit que c'est chez lui et qu'elles ne peuvent pas partir comme ça. Les deux sœurs arrivent en courant dans la rue et elles commandent un Uber. Pendant qu'elles attendent, elles se retournent constamment et elles voient une silhouette les regarder au loin, près de la maison qu'elles viennent de quitter et cet homme, c'est tout simplement le fameux frère du propriétaire. Donc le mec que Eva a vu dans le jardin, vous vous souvenez, le mec très glauque qui lui faisait un petit coucou de la main, au beau milieu de la nuit. Ce mec les regarde sans bouger, juste avec ce sourire figé, et Eva, elle dit que ce souvenir, elle s'en souviendra toute sa vie. Heureusement, le Uber arrive très vite, elle monte avec les sacs et les valises à moitié ouvertes, elles sont à bout de souffle, le chauffeur ne comprend rien, mais il démarre très vite. Quand la voiture s'éloigne, Eva regarde dans le rétro, et l'homme est encore là, debout, en train de les regarder partir. Les deux sœurs nous racontent qu'elles ont mis une adresse complètement au pif pour le Uber, juste histoire de s'éloigner de cette maison, et quand elles arrivent à cette adresse, elles descendent de la voiture, et elles arrivent tant bien que mal à trouver un hôtel qui est franchement pas cher. Alors, il est horrible, hein, vous avez une chance sur deux de vous faire kidnapper à l'intérieur, mais au moins, j'ai envie de dire, elles se sentent en sécurité. Le lendemain matin, à la première heure, elles appellent le site de réservation pour leur raconter tout ce qu'il vient de se passer chez cet homme, et là, on leur dit qu'une enquête va être ouverte et qu'on va les recontacter prochainement. Nos deux amies arrivent à rentrer en toute sécurité en France, et là, elles prennent le temps de faire une réclamation officielle. Elles envoient les photos, les messages, la vidéo du sac qu'elles ont trouvé. Enfin bref, elles envoient toutes les preuves. Là, il y a des mois qui passent sans nouvelles, et puis un jour, elles reçoivent un mail qui explique que le propriétaire a été signalé plusieurs fois par d'autres voyageurs et que son annonce Airbnb est supprimée et qu'il a même l'interdiction d'héberger qui que ce soit pendant les années à venir. Apparemment, les enquêteurs ont découvert que dans le fameux placard, il y avait des dizaines et des dizaines d'objets qui ne lui appartiennent évidemment pas, mais à d'autres voyageurs. Il y avait des vêtements, des bijoux de valeur, des papiers, des trucs d'identité, donc bref, des objets qui n'avaient strictement rien à faire là. En fait, le mec gardait tout et son frère qui vivait à côté entrait dans la maison absolument quand il voulait. Il connaissait la façon d'entrer dans ce placard, il savait tout ce qui se passait dans la maison et surtout, il avait toutes les clés des chambres des locataires. Vu qu'il n'avait rien à faire de ses journées parce qu'il n'avait pas d'emploi et pas d'occupation, eh bien il s'amusait à prendre les locataires en photo, à entrer dans leur chambre pour leur voler des affaires et il les observait même pendant la nuit. Pour lui, c'était comme un espèce de jeu de faire peur en toquant à leur fenêtre en plein milieu de la nuit et c'est également lui que Eva a entendu respirer derrière leur porte le premier soir. Eva nous fait une confidence, c'est qu'après cette terrible aventure, elles n'ont plus jamais réservé de maison partagée avec d'autres locataires et que désormais, lorsqu'elles vont en vacances, c'est uniquement dans des hôtels.
Voilà, c'est la fin de cette deuxième histoire et de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à venir me rejoindre sur Instagram. Envoyez-moi un petit message et je vous répondrai. Et voilà, moi je vous propose de vous retrouver très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.